Anosmi.org, ce ne sont que des bénévoles. 100% de bénévoles. C'est-à-dire tout ce que l'on fait depuis le début de la création de cette association en 2017 est fait par des bénévoles. Et dans la plupart du temps, des supports, des aides sans condition d'accès, d'adhésion, de dons, quoi que ce soit. C'est vraiment une volonté depuis la création de cet asso. Donc nous donner la parole, c'est vraiment reconnaître que, comme tu le disais, on essaie de faire en sorte que la société soit meilleure. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Bienvenue dans cet épisode spécial du Podcaston. C'est la 4e édition de cet événement caritatif qui a lieu donc du 14 au 20 mars 2026. C'est la première édition pour Aujourd'hui Écrivons Demain et qui rassemble cette année plus de 2000 podcasteurs, je crois même qu'on est à 2200, issus de plus de 60 pays. Ensemble, nous nous mobilisons cette semaine pour mettre en valeur le monde associatif à travers nos podcasts. Alors, de mon côté et pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter l'association anosmi.org, une association de bénévoles francophones créée en 2017 qui vient en aide aux personnes souffrant de l'absence ou la perte d'odorat, fait entendre leur voix pour que l'anosmie soit mieux prise en charge. Et si j'ai décidé de vous parler de cette association, c'est parce qu'elle œuvre pour un monde meilleur, à savoir pour que l'anosmie soit enfin prise en compte et reconnue comme elle doit l'être, c'est-à-dire un handicap à part entière. Et parce que je souffre moi-même d'anosmie depuis la naissance, je suis anosmie congénitale. Alors avec moi aujourd'hui pour en parler, Jean-Michel Maillard, le président fondateur de l'association anosmi.org, et peut-être nous verrons quelques bénévoles de l'association pour illustrer également la problématique. Alors bonjour Jean-Michel. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Ça va bien. Écoute, un moment dédié pour expliquer ce que l'on fait de nos semaines et de nos soirées, ça fait toujours plaisir. Et puis on a une actualité qui est tellement riche tout au long de l'année que on a plein de choses à dire. Je sais combien ton temps est précieux et je te remercie vivement d'avoir accepté mon invitation. Alors justement, pour commencer, pour quelle raison est-ce que tu as accepté de prendre la parole sur mon podcast ? Parce que toutes ces interventions ont beaucoup de sens pour nous, parce que, je le rappelle toujours en introduction, anosmi.org, ce ne sont que des bénévoles. 100% de bénévoles. C'est-à-dire tout ce que l'on fait depuis le début de la création de cette association en 2017 est fait par des bénévoles. Et dans la plupart du temps, des supports, des aides sans condition d'accès, d'adhésion, de dons, quoi que ce soit. C'est vraiment une volonté depuis la création de cet asso. Donc nous donner la parole, c'est vraiment reconnaître que, comme tu le disais, on essaie de faire en sorte que la société soit meilleure. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi anosmi.org ? Anosmi.org, c'est d'abord une association créée en 2017 qui était un projet plutôt personnel pour essayer de sortir d'une difficulté personnelle. Et puis très rapidement, vu l'ampleur des besoins en France et dans les pays francophones, il y a eu tellement de demandes, on l'a rapidement transformé en une expérience collective qui dure depuis maintenant quelques années et qui maintenant est composée de talents, de gens investis, engagés, qui donnent aussi de leur temps. Tous sont actifs, tous ont leur journée de travail et tous donnent du temps le soir, le samedi, le dimanche comme aujourd'hui pour aider les autres et puis faire en sorte que l'anosmie, la perte de l'odorat, les troubles de l'odorat et toutes les conséquences qui y sont liées soient connues d'abord, reconnues ensuite et puis accompagnées.
C'est la seule association qui existe actuellement sur l'anosmie? Oui, 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 malheureusement, quand on regarde un petit peu, donc 6 associations dans le monde, une en France, la plus active, des 6 qui existent dans le monde. Ah, on a, la Hollande et puis l'Espagne qui sont vraiment au ralenti, tout comme une association au Royaume-Uni. Puis il y a 2 associations qui tentent un petit peu de faire bouger aussi les choses au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et donc on a pris le lead, sur ces associations maintenant et voilà, on est un petit peu devant et ça nous fait plaisir, c'est beaucoup d'engagement et une association en France pour, je le rappelle quand même, 5 de la population, anosmique. Anosmique, c'est perte de l'odorat et puis, entre 10 et 15 de gens touchés par des troubles de l'odorat donc voilà, dysosmie, hyperosmie, hyposmie et cetera. Donc voilà, donc une vraie charge parce que, je le disais tout à l'heure, que des bénévoles et pourtant nous avons des interlocuteurs, comme les ARS, comme, les ORL, comme les médecins généralistes, comme, les scientifiques donc c'est un peu ça qui est un peu paradoxal. C'est, la place qu'on a pris, le rôle de référent qu'on a pris aujourd'hui en France et malgré tout c'est pas notre travail, ça n'est que du bénévolat, quoi. Est-ce que tu aurais envie de nous rappeler le contexte dans lequel l'association a été créée en 2017? Évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est un accident personnel, quoi, vraiment je me présente toujours comme monsieur tout le monde, en fait, parce que je me suis levé trop vite, j'ai un appel, professionnel et très engagé dans ce que je fais partout et c'est vrai que c'est une période où j'étais un petit peu, un peu fatigué, on va dire, quoi, mais fatigué dans ma bouche, ça veut dire très fatigué, et je me suis levé trop vite. Voilà, un malaise vagal, mais comme le font des milliers de Français, tous les jours ou toutes les semaines. Et je suis mal tombé, en fait. Je suis tombé de ma hauteur sur l'arrière de la tête et c'est là que les complications ont commencé, à arriver, et l'anosmie n'a pas été le premier problème, hein. Comme pour le Covid, comme pour beaucoup de maladies et sauf que ce qu'il me reste après avoir, une petite période, on va dire, de coma, de difficulté à marcher, avec un œil qui fonctionnait plus et cetera et j'ai remarqué qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il restait, j'avais pas d'odorat, mais je l'ai découvert, hein, totalement par hasard parce que je trouvais mes repas très fades et je comprenais pas pourquoi et voilà, donc je me suis aperçu d'un dysfonctionnement que j'ai constaté moi-même. J'ai commencé mon errance médicale en allant, voir tous les médecins que je connaissais et c'est là que vous vous rendez compte que, bah, il y avait rien. On ne sait pas ce que c'est et le mieux, c'est de l'oublier, de faire avec et cetera. Bon, chose qu'on peut pas entendre. Donc mon accident, 6 novembre 2015 et puis, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai été voir les meilleurs spécialistes, hein, à Marseille, à Paris, à Bordeaux, ceux que j'arrivais à trouver tant bien que mal et les réponses étaient les mêmes. Et les réponses étaient les mêmes, c'est-à-dire que en fait, il y a pas de solution et il y a pas de solution et il y a pas de solution médicale, mais il y a pas de solution, thérapeutique tout court, hein, je suis très attaché au pouvoir de l'échange, des échanges avec quelqu'un, je suis très attaché à ce pouvoir thérapeutique que peuvent avoir tous les échanges qu'on a entre nous. D'échanger ses difficultés, de parler de ce qu'on vit au quotidien. Pour moi, c'est le premier angle, de soin, finalement. Mais il y a même pas ça, quoi. Même pas avec votre médecin. Je leur en veux pas. C'est la société qui n'a pas cette culture, mais même avec vos proches, mais même avec, vos collègues de travail, et même avec, vos collègues au club de sport. Non, en fait, vous découvrez simplement que ça n'existe pas et quand on prend un peu de recul, on se dit: «Mais, un des 5 sens, en France, pays de la gastronomie, de l'œnologie, de la parfumerie, un des 5 sens a été totalement oublié, puisque je rappelle que quand ce sens dysfonctionne, les 3 excellences, hein, par exemple, que je viens de vous citer pour le pays, en fait, n'existent plus. Vous n'avez pas d'odorat, il y a pas d'œnologie, vous n'avez pas d'odorat, il y a pas de parfumerie, vous n'avez pas d'odorat, il y a pas de gastronomie, donc et donc c'est le choix, au bout d'1 an et demi de dire: «Mais je vais créer une association quoi pour rassembler, pour qu'on puisse échanger». C'est pour ça que je parlais d'une expérience un peu plus personnelle au début et donc j'ai créé cette association, mais de manière très symbolique, hein, le clic du 6 novembre 2017, je crée l'asso. Pour aussi ne pas laisser cette date, comme une date, négative. Voilà.
Et puis après tout s'enchaîne, vous créez, l'asso et puis il y a rapidement des gens qui vous rejoignent et puis, quelques événements, des conférences grand public, quelques interviews, quelques travaux, quelques recherches avec, Raj Gurdon notamment au niveau du CNRS qui a commencé à m'accompagner. Un protocole de rééducation olfactive et puis, voilà, des conférences dans les facs de médecine et puis tout ça a commencé à prendre gentiment, des gens qui rejoignent l'asso, qui ont plein de talents, qui nous aident à faire, des supports, qui nous aident à faire des moments, des événements en France et le Covid arrive. Le Covid arrive et on parle d'odorat et les médecins disent tous: «Mais il faut faire de la rééducation olfactive». Oui, très bien. Qu'est-ce qui existe finalement? Bah, il existe un protocole gratuit sur le site de l'asso fait par, Raj Gurdon et moi-même et donc il est, change nos serveurs, hein, parce que ce sont des centaines de milliers de connexions, de téléchargements. On le traduit en 5 langues, en quelques semaines avec les ressources de l'asso, parce qu'on a des gens partout. On a des contacts à l'étranger, on a des gens qui parlent plusieurs langues, donc c'est aussi cette richesse, puis après, bah, la suite, je vais continuer à vous la raconter, mais c'est l'ampleur que ça prend tout ça, avec le Covid où les gens découvrent que finalement l'odorat, c'est pas un sens, acquis, c'est un sens qu'on peut perdre, on peut le développer, il faut en prendre soin en tout cas et surtout, il n'existe quasiment rien pour le soigner. Comment tu comprends ça aujourd'hui avec un petit peu de recul? J'ai l'impression que c'est un sous-sens, comme si ce sens-là n'avait pas d'importance. On me dit: «Ah mais c'est pas grave, ce serait peut-être pire de perdre la vue». Il y a une déconsidération majeure. Pourquoi il n'y a rien qui n'existe autour de ça? Ouais, mais pour moi, c'est culturel. C'est-à-dire que quand je dis que j'en veux pas aux médecins, j'en veux pas à mes proches, j'en veux pas à mes collègues de boulot, j'en veux mais non, en fait, ça serait trop facile parce que ça règle rien. Quand on essaie de comprendre pourquoi on en est là, bah, on se dit que l'odorat, c'est un sens animal, d'accord? C'est un sens qui peut perturber, votre choix, qui peut perturber, votre avis, qui peut vous influencer parce que, bonne ou mauvaise odeur, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Quand vous lisez un peu de littérature d'il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, mais en fait, c'est l'odorat est un sens animal. On ne peut pas être influencé par son odorat, si ce n'est, manquer d'intelligence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On réfléchit, on est des êtres doués de raison, donc on peut pas être influencé par une odeur et pourtant c'est la vérité. Vous croisez quelqu'un, son odeur, elle vous plaît pas. Vous croisez quelqu'un, son odeur, elle vous plaît et toute la vie est faite comme ça. L'odorat est un sens qui est sollicité, mais des dizaines et des dizaines de fois chaque jour, des centaines de fois. Donc il vous influence et il y a eu vraiment une volonté, il y a longtemps maintenant, de dire: «L'odorat ne peut pas vous dévier de votre réflexion, intellectuelle, de votre, choix pour quelque chose, de votre amour pour quelqu'un ou pas», et donc on l'a mis de côté, on l'a bien mis de côté. Il y a eu même quelques philosophes dont j'ai oublié, le nom, mais vraiment qui ont marqué ces choses-là, qui ont indiqué que l'odorat était un sens, un sous-sens comme tu le dis, quelque chose qui ne peut pas vous influencer. Parce qu'on voit bien, et moi je suis très attentif à ça aujourd'hui, mais mon petit chat quand il sort dehors, on voit bien qu'en fait son outil principal, c'est son odorat. Alors oui, c'est animal, oui, c'est sa protection, sa vie, son repas, mais l'odorat est un sens central, précieux, qui pour moi au même titre que la vue et l'audition et ça fait bondir des fois, mais ça fait bondir parce que la culture n'est pas là. Nous qui l'avons perdu, on sait la valeur qu'il a. On sait la valeur qu'il a. Ceux qui l'ont toujours sont encore marqués par cette culture de l'odorat, on est avec, on ne peut pas naître sans d'ailleurs. Il y a pas besoin de le développer. Tout le monde pense que l'odorat c'est acquis, mais non, c'est tout l'inverse, quoi. Donc voilà un petit peu mais vraiment dans la littérature, des dernières décennies, il y a toutes les explications pour comprendre qu'aujourd'hui on en est là, quoi. Et que dans le programme de médecine, il y a absolument rien sur le nez. Et pourtant nos médecins utilisaient leur odorat pour, soigner les patients, savoir un petit peu, dans quel état ils étaient, et on le voit aujourd'hui avec, certains chiens qui détectent, le cancer du sein, et en fait, bon, ouais, on est passé à côté. Très bien. Donc, notre association aujourd'hui, Anos.org, est faite aussi pour ça, de tenter de remettre à sa place ce sens qui est, très important et qui a été mis de côté. Tout à l'heure, tu parlais du Covid. Est-ce qu'on peut remercier la période Covid pour ça, d'avoir aussi mis en lumière, ce trouble-là de l'odorat, enfin de prendre conscience que ça implique de perdre l'odorat? Alors là, c'était un symptôme, puisqu'il y a des maintenant, comme tu disais, des protocoles qui existent pour récupérer ou du moins essayer de rééduquer, et de réapprendre à sentir. Mais
Est-ce qu'il y a eu un coup de projecteur mis à ce moment-là sur, les problématiques olfactives? Est-ce que ça a permis de prendre un peu plus conscience? Et forcément, Katia. Maintenant Mmh. évidemment, une vraie pensée à tous ceux qui sont partis avec le covid, mais après c'est une philosophie de vie, quoi. Moi, mon accident, et tout ce qui peut m'arriver, je veux le transformer en quelque chose de bien. Enfin, il faut en faire une opportunité. Le covid, quoi qu'on en dise, pour l'odorat, l'anosmie, c'est une opportunité qu'on a su saisir. Vous avez un accident demain, vous avez 2 choix, quoi. Soit vous vous effondrez et vous vous lamentez sur votre sort toute votre vie, je suis un peu dur, hein. Soit vous vous dites: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma condition?» Bah, j'en fais il y a forcément la possibilité d'en faire quelque chose de bien et cet assaut, c'est la plus belle image. C'est-à-dire qu'on est tous en souffrance, mais on a choisi de s'unir pour dire: mais faisons, construisons quelque chose» et le covid a été vraiment aussi cette opportunité de dire: «Bah, oui, c'est dur. Oui, il y a des gens qui sont partis. Maintenant, ça a mis en lumière que l'odorat était sous-estimé, était délaissé et que même nos médecins, de ce fait, hein, notre société et nos médecins, bah, ne l'avaient pas préparé». Est-ce que ça a permis de donner un petit coup d'accélérateur au fonctionnement de l'association? De pouvoir, voilà, il y a eu un coup de projecteur sur le covid. Est-ce qu'il y a eu un coup de projecteur sur anosmie.org et ça a permis voilà, Ouais. d'être aussi, connu du corps médical, des scientifiques, des chercheurs, est-ce que ça a permis ça? Oui, quand même, parce qu'on le voit par la fréquentation sur le site internet de l'asso, et puis on a toujours voulu depuis le début, être un interlocuteur très sérieux de ceux qui voulaient travailler avec nous et j'en veux pour preuve, la présence de Raj Jurden à l'asso, de Claire Martin, d'Hakim Ben Kattar, des ORL, enfin des gens vraiment où, ils comptent sur nous, on compte sur eux, mais en tout cas quand ils nous confient une mission, elle est faite très sérieusement. On ne publie pas des choses, qui passent ou qu'on peut lire sur les réseaux. Non, non, on publie, des choses scientifiques. On essaie de dire la vérité, de pas vendre du rêve non plus, mais d'accompagner les patients. Donc non, non, c'est oui, oui, un coup de projecteur. Oui, bien sûr et le corps médical a rapidement compris qu'on était des gens sérieux et qu'on voulait vraiment faire les choses correctement et Heu, au-delà de ça, Katia, de dire, je dis toujours, aux patients, hein, et on a une réunion de soutien, mardi, je dis toujours aux patients, en fait, n'en voulez pas à votre médecin, s'il connaît pas. Vous pouvez lui en vouloir un petit peu s'il vous prend pas en charge correctement, d'accord? Et qui vous dit: «Non, non, mais faites au mieux». Non, 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 ça il faut pas et j'ai vraiment, toute l'ouverture possible pour le dire aux médecins et je leur dis. Mais par contre, on peut pas leur en vouloir de pas comprendre immédiatement l'impact de la perte de l'odorat sur votre vie. Puisque personne ne le sait. Puisqu'il y a que ceux qui sont touchés qui le découvrent. Maintenant, il faut que le temps fasse effet et il faut laisser la culture s'installer. Ça va prendre quelques années, quelques dizaines d'années. Et vraiment, mais et je le dis toujours, on travaille pour dans 10 ans. Dans 10 ans, l'odorat sera mieux considéré. C'est le travail que nous aurons fait. Quels sont les engagements aujourd'hui de l'association? Le principal engagement, c'est le soutien et je suis très attaché à ce premier pilier, c'est-à-dire qu'on soutiendra tous ceux qui nous solliciteront. Par mail, par téléphone, sur les réseaux. On a beaucoup de mal à répondre à tout et c'est aussi ça qui montre que ça avance. Parce qu'évidemment, on voit bien que mes quelques dizaines, voire, cinquantaines de mails en retard, on est plusieurs à faire du soutien dans la cellule de soutien. Donc, c'est une bonne chose. Notre difficulté, c'est de répondre à tout le monde, sur tous les supports de com que l'on peut avoir, les réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux, les mails, les appels, le site internet. C'est le premier point. Notre première mission, c'est du soutien et des fois, on se met en retard sur, des sollicitations médiatiques, des conférences. Mais oui, mais on fait le soutien d'abord. On est désolé, le soutien, c'est la priorité. On soutient les gens, on les appelle et que ce soit sur, des problèmes de RQTH, des problèmes de passages difficiles, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets et on essaie de se spécialiser dans l'assaut pour qu'on ait des réponses, précises. Alors je peux témoigner directement que moi je me suis rapprochée de vous il y a pas si longtemps que ça. Je me suis rapprochée, je me suis rééloignée, puis je reviens à nouveau vers vous parce que j'ai décidé aussi de prendre vraiment en compte cette problématique-là. Mais je dois reconnaître qu'à chaque fois que je vous ai sollicité, je sais combien vous êtes vous-même sollicité, mais vous avez répondu présent extrêmement rapidement. Je vous remercie de ça, effectivement, j'en témoigne. Aujourd'hui, là, on enregistre, on est dimanche matin. J'avais eu Claire par visio, effectivement, aussi un samedi après-midi pour des questions pour un dossier. Merci infiniment pour ça. Claire Fancini qui donne aussi un temps incroyable, hein, vraiment à cet assaut, on commence à avoir aujourd'hui des parents qui nous appellent en disant: «Mais je viens de découvrir que mon petit, n'a pas d'odeur». On passe d'un monde où les parents paniquaient totalement, «Qu'est-ce que je peux faire? Mon médecin ne sait pas» et nous on leur explique quoi. Et on va l'accompagner le petit. Déjà, encore une fois, je reviens à la
l'aspect thérapeutique d'un échange, d'un accompagnement, de quelques paroles échangées, de c'est le premier point, il est là. Le premier point, il est là. Il y a un mois et demi, j'ai un petit de 11 ans qui m'a appelé, quoi. Voilà. Donc il avait notre livre entre les mains. Les parents étaient, un peu catastrophés, voilà, et ils voulaient pas m'appeler, les parents, et le petit m'a appelé, quoi. Donc voilà, papa et maman m'ont acheté le livre, je l'ai lu, et un gamin, où tu sens qu'il est, je veux dire, il est en avance, quoi. Il est dans la difficulté de son handicap, mais il est en avance, quoi. Il s'exprime très bien, il m'a posé des questions très précises sur des passages du livre qu'il a lus, heu et à chaque fois je lui disais: «Mais papa et maman sont au courant que tu m'appelles?» «Oui, oui, oui, ils m'ont dit de vous appeler». «OK», et on a passé, 3 fois une demi heure, 3/4 d'heure à discuter, et il me posait des questions: «Mais alors comment je fais pour ça?» Et en fait, c'est là où on commence à gagner, quoi. Parce que j'aurais préféré avoir ses parents. Mais le petit, au moins, il est reparti, voilà, OK, merci, et je lui ai dit: «Si tu veux, tu appelles, si tu veux que je te mette en contact avec un autre enfant de l'asso, qui a les mêmes troubles que toi». «Ouais, d'accord, OK, merci», et en fait, c'est ça qui est bien, quand on commence à accompagner des parents, quand il y a des enfants qui commencent à appeler. Bon, bah, écoutez, ouais, c'est bien, la roue commence à s'amorcer, et c'est un vrai bonheur pour nous, et je répète, hein, c'est le premier angle, le premier pilier, le soutien, l'échange. La nuit, le jour, le dimanche, le samedi, et il y a plein de membres de l'asso, et on a tous des créneaux, hein, à partir de 20h ou le week-end, pour échanger, mais non, non, ça marche bien, quoi. Et puis, réunion de soutien mardi, j'ai vu qu'il y avait, 130 inscrits, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de monde à avoir en visio pendant 1 heure et demie, mais c'est bien. Non, non, c'est 1er pilier, le soutien. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y aurait, semble-t-il, 5 de la population, générale, avec un trouble olfactif ou avec une anosmie? Avec un trouble Anosmie. olfactif? Anosmie. Non, non. Donc Non, non, peut-être juste c'est ça, Katia, c'est que 5, et ce sont des données CNRS, hein, c'est pas, et ce sont des données mondiales surtout, parce que en fait, il y a pas que la France, quoi. Voilà, il y a 5 de la population qui est anosmique, qui n'a pas d'odorat, avec une tranche un peu plus élevée, sur nos à partir de 50 ans, d'accord? Mais 5 de la population, ça fait 3 millions de personnes, et quand on parle d'hyposmie, d'hyperosmie, on passe à 10 à 15. Mais si je te dis pas que je suis anosmique, tu le devineras pas. Donc comme on a tendance à cacher son handicap, et comme en plus, les gens ne comprennent rien quand on leur en parle, bah, on n'en parle pas, quoi. Il y a une dame qui avait eu cette expression pendant une réunion de soutien, qui avait dit: «Mais moi, à force de parler à des sourds, on devient muet, quoi». Ben j'en parle plus, quoi, et je souffre tout seul, et j'aime bien venir à vos réunions de soutien, parce que quand on parle, tout de suite, tout le monde est connecté, tout le monde a compris, quoi. Tout le monde comprend tout de suite, en fait, ce qu'on vit, puisqu'on vit la même chose, et c'est là que je parle de la richesse thérapeutique d'un échange, juste d'un échange, quoi. ça permet de sortir de l'isolement parce que Ouais. l'anosmie entraîne, un isolement majeur ou peut entraîner un isolement majeur. C'est ça, c'est ça, et Ouais. puis les troubles alimentaires, et puis la relation à l'autre, et puis, la perte de confiance en soi, enfin, voilà, il y a tout ce qu'on vit tous ensemble, quoi. Tu faisais aussi référence au livre que l'association a rédigé, «Être né sans odorat». C'est vrai que quand on plonge le nez dedans, sans faire de jeu de mots, quand vraiment si on est prêt peut-être à s'y confronter, on réalise combien, les impacts sont importants et sur tous les niveaux. Au niveau, social, familial, professionnel, émotionnel, psychologique, physique. Peut-être parfois on n'a pas envie de s'y plonger non plus dedans parce que c'est effrayant de se rendre compte en fait de l'impact réel et encore peut-être ne connaît-on pas tous les impacts que cela peut avoir, que de ne pas avoir d'odorat. Donc merci aussi pour ce livre qui permet de recueillir effectivement pas mal de témoignages sur les expériences. Alors on peut être anosmique pour différentes, raisons. Effectivement, on peut déjà se reconnaître dans ces expériences-là et de se sentir moins seul et d'avoir peut-être des éclairages aussi. Ouais, c'est-à-dire que quand je crée l'asso, évidemment, il y a des congénitaux aussi qui arrivent, mais moi-même, je découvre, parce que je faut pas se mentir, 1 an avant mon accident, je rêverais d'aller me poser la question, «Est-ce que tu crois qu'on peut perdre l'odorat?» Mais j'aurais dit non. J'aurais dit non, j'en suis presque sûr. Donc il y a des congénitaux qui arrivent aussi, et quand ils me racontent leurs histoires, en fait, on confirme qu'en fait, on a tout oublié, donc j'ai cette idée de dire: «Mais il faut qu'on fasse un livret au début, un petit mémo, un truc, je sais pas, avec des témoignages», et puis voilà, et puis après, les autres de l'asso disent: «Ouais, mais ce serait mieux de faire un livre», donc faisons un livre, quoi. Et puis après, évidemment, un livre, mais on veut faire un beau livre, ouais, on veut faire un beau livre, et on veut mettre quoi dedans? Et après, c'est ça, c'est ce qui fait qu'un projet de 6 mois se transforme en un projet de 2 ans. Mais finalement, on est très fiers d'avoir sorti ce livre qui est unique. On a traduit en anglais immédiatement, donc diffusé en français, en anglais.
qui parcourt la planète aujourd'hui. Il est en train d'être traduit en japonais parce qu'au dernier congrès international qu'on a fait, on a rencontré des chercheurs du Japon qui nous ont dit mais il nous faut ce livre. Est-ce qu'on peut le traduire en japonais et je vais lui dire quand même combien ça coûte. Bien, ça coûte rien, d'accord. On vous envoie le script et vous le traduisez en japonais et c'est là toute l'histoire de cet assaut. Donc, mais quand on lit les témoignages, je te rejoins. Tu te dis mais enfin, en fait, il y a vraiment un pan qui a été oublié. Hein. Je parlais au ministère de la Santé la semaine dernière et on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais d'un angle mort dans la santé publique, quoi. Un angle mort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui a été loupé, quoi. Et nous, on est là pour le corriger. Et on a tous les arguments aussi, Katia, pour le corriger, parce que je reviens sur ce que tu dis. Quand tu lis le livre, tu te dis c'est pas possible qu'on fasse rien. C'est pas possible. Vu tous les impacts, ces gamins qui traversent leur adolescence, tant bien que mal, il y en a qui le traversent bien, mais il y en a tant qui le traversent mal, avec des questionnements, avec tant de souffrances. C'est un beau livre, c'est notre premier. Le deuxième arrive bientôt. Là, il sera sur un autre thème. Mais non, on est très contents. Et puis on en envoie toutes les semaines, un peu partout. On en a offert 5 au ministère de la Santé la semaine dernière, dédicacés, expliqués, voilà, à nos 2 ministres référents et aux conseillers aussi, aux secrétaires, à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce rendez-vous. Donc non, c'est encore une belle étape. Une petite étape, mais une belle étape. En quoi a consisté ce rendez-vous au ministère de la Santé? Je parlais d'un angle mort, mais pour Katia, pour rétablir un problème vieux de plusieurs décennies. C'est-à-dire que nous, on a fait le constat que pourquoi vérifier la vue et l'audition des petits à l'école et pourquoi pas parler d'odorat? Pourquoi dans le carnet de santé on parle 80 fois de la vue, 30 fois de l'audition et il n'y a à aucun moment dans le carnet de santé le mot odorat? Aucun, zéro. Quand je dis qu'on a les arguments, bah oui, on a les arguments parce que 0 fois odorat. On en revient et quand on lit le livre, qu'on regarde le carnet de santé, bah oui, tous les arguments, on les a. Il nous faut nous organiser pour être convaincants et expliquer que il faut, et c'était l'objet du rendez-vous la semaine dernière, il faut, s'il vous plaît, modifier le carnet de santé en introduisant des choses toutes simples, c'est-à-dire des messages culturels à destination des parents. Oui, il est possible de naître sans odorat. Voilà. Et dans ce cas-là, il faut accompagner l'enfant. Parce que quand vous n'avez pas de bulbe olfactif, on va pas vous en greffer. D'ailleurs, c'est une condition. Par contre, on peut accompagner. Plutôt que de cacher le problème, le mettre sous le tapis et ne rien dire, en espérant que le gamin s'en sorte. Donc, notre projet, c'est modifions le carnet de santé. Autrement dit, faisons de la prévention, parce que c'est avant tout de la prévention, d'expliquer à un parent qu'on peut naître sans odorat. Et que si vous voulez tester l'odorat du petit, bah, écoutez, il n'y a pas besoin d'un test, d'un cabinet. Non, il y a une bonne odeur de chocolat dans la cuisine, bah, vous dites rien. Et vous attendez que le petit vous dise, dis donc, ça sent bon le chocolat. Voilà, ça y est, vous avez la réponse. Il y a une mauvaise odeur dans les toilettes, il y a une mauvaise odeur dans la salle de bain, il y a une mauvaise odeur dans nos belles campagnes, ben laissez-le. Il va vous dire: «Oh là là, ça sent mauvais». Très bien, OK, j'ai l'info. Donc c'est de la prévention, d'accord? D'un point de vue politique aussi, on a présenté ça comme une innovation, Katia. C'est une première mondiale, c'est une première mondiale. On a fait le tour du monde des carnets de santé avant de lancer ce projet. On a fait le tour du monde des pays, pour savoir ce qu'ils faisaient en termes de prévention sur l'odorat. Rien, 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 nulle part ailleurs, dans nulle aucun part. autre pays, il y a quelque Nulle chose qui part. est fait. On a Ouais. cherché partout. Donc premièrement, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de carnet de santé et les pays où il y a un carnet de santé, bah, alors l'odorat, non, on n'en parle même pas. Et ça, c'est le deuxième point. Et après, c'est le coût zéro, parce que c'est important aussi. Le coût de cette campagne, de cette mesure, de cette modification du carnet de santé, c'est zéro. À la prochaine édition, on veut, au même titre quand il y a un paragraphe sur l'audition ou la vision, on veut juste une phrase de 2 lignes sur l'odorat. On veut rien de plus. C'est le début. On pourrait vous dérouler le plan des 10 ou 15 ans qui viennent. On l'a le plan, on le connaît. Mais n'ayons pas raison trop tôt. D'abord, il faut intégrer quelques phrases. Voilà, comme je vous le disais, nous on appelle ça le test du silence. Et c'est simplement que les parents doivent savoir que c'est possible de naître sans odorat. C'est possible. Et qu'après aussi, bah, l'odorat, ça peut être le futur métier de votre petit. Ça peut être sa future excellence. Donc ça se développe. Donc ça s'entraîne. Donc ça s'écoute. Donc on peut échanger avec le petit sur l'odorat. Est-ce que tu sens ça? Tu aimes bien? Est-ce que tu sens la différence avec ça? Quand on cuisine avec les enfants, quand on se parfume, quand on est dans la campagne,
Et en fait, tout ça, cette culture-là, elle n'existe pas. L'objet de la modification du carnet de santé et c'était l'objet du rendez-vous de la semaine dernière, c'est de dire: «Mais corrigeons le tir. À coût zéro, pour de la prévention et c'est une première mondiale». Voilà un petit peu, le rendez-vous hier et donc c'est de la semaine dernière pardon avec, Natacha Tessier, professeure ORL à Debré, Hakim Ben-Katar qui est ORL à Versailles, Claire Martin, directrice de recherche en neurosciences au CNRS, spécialisée dans l'olfaction et puis, Caroline Bigot-Rabelais qui est, la secrétaire générale. Et là, tu permets aussi aux parents de se sensibiliser sur la question des troubles olfactifs et de se poser eux-mêmes la question: «Est-ce qu'ils ont de l'odorat?» Parce qu'on peut mettre extrêmement longtemps à avoir le diagnostic. On peut attendre 40 ans, 45 ans, 50 ans pour découvrir qu'en fait, nous n'avons pas d'odorat. Donc tu fais une double sensibilisation, enfin triple même, le corps médical, les enfants et les parents. Oui, c'est ça, parce que combien on en a qui nous appellent à 25-30 ans en disant: «Bah, je suis anosmique, mais je l'ai dit à personne, en fait, quoi». Pourquoi tu l'as dit à personne? Et c'est même pas une accusation, c'est nous, en fait, on est tellement interloqués de se dire: «Mais la personne a gardé ça pour elle pendant 20 ans, 30 ans. Mes parents le savent pas». Enfin, vraiment, on dit toujours, en conférence, hein, il y a des gens qui nous interpellent, hein. Je me suis battu avec ma fille pendant 15 ans, quoi, parce qu'elle mangeait pas, parce qu'elle avait pas d'intérêt pour la nourriture. Mais oui, mais en fait, il y a aucun médecin qui m'a demandé si elle avait de l'odorat. Le problème était tout simple, elle a pas d'odorat. Donc la puissance olfactive, elle l'a pas. Donc en fait, il lui reste sucré, salé, acidité, amertume, le trijumeau. Bah oui, mais c'est pas la même puissance gastronomique que, quand on l'avait. Moi, j'ai vécu les 2, Katia. Je peux te dire que c'est pas la même chose. Voilà, donc oui, oui, c'est le coup de billard à 2 bandes, 3 bandes, les médecins, les enfants, les parents, qui eux-mêmes découvrent qu'eux et c'est pour ça que c'est une bonne chose et on a vraiment, ce projet de modification du carnet de santé qui est majeur pour nous. Pour installer la culture dont je te parle et en récolter les fruits dans 15 ans, dans 10 ans. Quelle a été la réaction du ministère de la Santé? On a eu quelqu'un de très, très attentif, hein, c'est Mathieu Pardel, un conseiller de la ministre, mais alors, très à l'écoute. Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Un homme de territoire, de ancien directeur des ARS qui est vraiment, très à cheval sur, l'importance des associations dans le schéma de santé, publique. Et évidemment, je te disais tout à l'heure, nos arguments, on les connaît et ils sont imparables, mais il les a eus, on lui a donné. Pourquoi on parle pas d'odorat dans le carnet de santé? Pourquoi on n'a pas ce petit message culturel alors qu'il y a des enfants qui naissent sans odorat? Il y a plein de choses, dont tu parlais, la détresse psychologique, le manque de confiance en soi, le développement, mais aussi le développement alimentaire. Parce qu'évidemment, quand arrive, la diversification alimentaire, mais en fait, il y a un vrai impact, dessus donc non, non, très attentif. Maintenant on n'est pas des rêveurs, on sait très bien qu'une modification comme ça, en France, dans notre système de santé, c'est un long chemin. On a posé la première pierre, mais on a prévu de se revoir dans quelques semaines. Mais en tout cas, on a eu quelqu'un de très attentif et bien conscient qu'il y avait, comme on dit, un trou dans la raquette. Vraiment. Je me souviens la toute première fois où je t'avais eu, par téléphone pour te parler de mon anosmie que je venais de découvrir, parce que moi ça fait 3 ans en fait. Tu m'avais dit combien c'était important pour vous dans l'association d'expliquer déjà au grand public à quoi sert l'odorat. En fait, il fallait reprendre la base de la base. C'est quoi l'odorat? À quoi ça sert? Le lien avec, tu parles voilà, des troubles gustatifs, hein, de la gueusie, en quoi ça a un lien aussi avec le goût? Qu'il fallait partir de là aussi. On est obligé. En fait, Ouais. tu dis à quelqu'un aujourd'hui, un peu moins maintenant, un petit peu moins maintenant, mais si tu veux, tu dis à quelqu'un: «J'ai perdu l'odorat», il va te dire: «Ouais, d'accord, ça va sinon?» Tu lui dis: «Je me suis tordu la cheville», il va être un peu plus attentif à toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont, aux urgences pour une entorse. Moi, je leur dis: «Mais allez plutôt aux urgences si vous perdez l'odorat». Vous voyez? Faut quand même comprendre tout ça, quoi. Donc il y a ce paradoxe et je te rassure, je l'ai fait au cabinet du ministre la semaine dernière. On a commencé par expliquer à quoi sert l'odorat et on a cette spirale qui passe des du monde en couleur à un monde en noir et blanc et voilà avec, le goût, le danger, les souvenirs, l'odeur des proches, les odeurs du quotidien, la sécurité, heu et voilà donc ça fait partie du paradoxe où on doit d'abord expliquer aux gens et à la société à quoi sert l'odorat pour qu'ils comprennent ce qu'on a perdu ou ce qu'on n'a pas. Alors évidemment, c'est un vrai travail, mais ça permet aussi de sensibiliser. En général, quand on sort de cette petite slide,
Les gens disent: «Ah oui, d'accord, OK. Ouais, je pensais pas. Je pensais que l'odorat, c'était juste pour sentir les bonnes et les mauvaises odeurs». Non, 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 c'est ça, c'était 2 de ce que vous de l'impact que l'odorat a sur votre vie. Mais même pour nous, anosmiques, c'est hyper important parce qu'effectivement, j'en étais peut-être là au départ, j'avais moi la sensation de ne pas sentir et j'ai vraiment appris dans l'après-coup que je n'ai jamais senti et que je ne sentirai jamais et que j'en étais là, en fait, à ne pas sentir les bonnes et les mauvaises odeurs. Mais c'est quand j'ai commencé à discuter avec vous, que j'ai lu votre livre, que j'ai lu le courrier que tu m'as envoyé sur l'impact que ça peut avoir. Je crois qu'en fait, on n'a pas envie de savoir non plus en tant qu'anosmique les conséquences que ça a parce qu'on se dit: «Mais mon Dieu, en fait, à côté de quoi je passe?» Et en même temps, on comprend mieux aussi pourquoi, oui, il y a peut-être un terrain anxieux-dépressif, pourquoi il y a une perte de l'élan vital, pourquoi voilà, ça amène aussi quand même des éclairages parce qu'on ne mesure pas effectivement l'importance que ça a dans notre vie et quand on l'a eu, qu'on l'a plus ou qu'on ne l'a jamais eu, on se rend pas compte quand même de la place que ça prend. Oui, vraiment, puis Et ça et peut puis c'est créer pour le coup du stress, de l'anxiété parce qu'on réalise vraiment les dangers auxquels on est confronté. Enfin, c'est un mélange d'émotions, c'est et ça, là, voilà, c'est je ça. reviens à ce que tu disais, le la notion de soutien est extrêmement importante dans votre association parce qu'en fait, on peut plonger un peu plus encore dans l'anxiété, dans la dépression parce que c'est terrible en fait de prendre conscience vraiment de ce que ça engendre. C'est ça et on a des témoignages très, très forts, hein, de mais je crois que j'en ai un de la semaine dernière qui dit: «Mais j'ai le soutien m'a fait tellement de bien, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit». C'était un bouleversement de pouvoir parler avec vous tous, de quelque chose que je cache depuis 10 ou 20 ans, et où personne n'a pu m'écouter, me comprendre, ou me prêter de l'attention. Parce que je dis souvent aux patients, «Attention, vous pouvez pas parler d'anosmie et de l'impact que ça a sur votre vie en 30 secondes, quoi. Il faut trouver votre interlocuteur. Il faut être bien conscient qu'il vous donne 5 ou 10 minutes ou une demi-heure idéalement pour que vous puissiez parler. Parce qu'il y a aussi le côté, faut que je trouve les mots pour parler de ce qui m'arrive. Faut que j'arrive à trouver les mots et vraiment ça, c'est aussi pour ça qu'on écrit beaucoup, qu'on fait des articles sur le site internet, qu'on fait des interviews. Nous qui avons trouvé les mots ou qui avons trouvé nos mots pour expliquer ce qui nous manque. On l'a mis dans un livre, on fait des réunions de soutien pour que chacun réutilise ses mots pour expliquer, en fait. Voilà ce que j'ai. Il y a d'autres engagements importants pour cette année. Donc tu parlais de voilà, au niveau de l'enfance, de retravailler sur, la prévention, la sensibilisation, la détection des troubles, de l'absence d'odorat. Hem, donc avec la modification du carnet de santé, donc sensibilisation du corps médical. Vous avez aussi créé un comité médical et scientifique qui Ouais. n'existait pas jusqu'à présent? Non, il était pas, si officiel que ça. Ou plutôt il était beaucoup plus resserré, hein. Je crois qu'aujourd'hui on doit être à, 18 membres ou 15 membres. Là, c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le sérieux que je veux dans cet assaut, il passe aussi par là. Si on veut avoir des interlocuteurs, comme les ARS, comme, la SFORL, comme nos chercheurs, comme d'autres, corps médical ou autres, ou le ministère de la santé, on doit se renforcer, on doit se structurer. Donc ça a fait partie du chemin des quelques années passées, de faire un conseil d'administration, de piloter des commissions et cetera. Et là, il y a une brique qu'on vient d'apporter, qui est le conseil médical et scientifique, donc composé de chercheurs du CNRS, donc Lyon, Paris, d'ORL évidemment, dont certains sont en Belgique, de patients experts, d'accord? Et avec tout ça, on a maintenant quelques commissions, qui s'occupent, si je les nomme rapidement, je vais forcément en oublier, mais la modification du carnet de santé, la réalisation de webinaires à destination du grand public, le développement d'un flyer de sensibilisation qui va, on l'espère, parcourir la France et le premier exemplaire sera, en Seine-Maritime. On va distribuer via la PMI 16 000, flyers recto verso, recto pour les parents, verso pour les enfants. Des messages tout simples pour des enfants de 4 à 6 ans. Mais tu le disais tout à l'heure avec un coup de billard là, parent-enfant. Moi je suis un petit, je regarde le flyer, bah, je vois, je respire, une fleur, et cetera. Enfin vraiment des messages pour dire l'odorat, faut que la conscience prenne la main aussi, que l'odorat est un sens important et les parents, oui, il est possible de naître sans odorat, consultez votre ORL s'il y a besoin, faites le test du silence et cetera. En autre projet, on a, la réalisation d'une formation sur la rééducation olfactive aussi. On a la vulgarisation des données scientifiques. Quand vous prenez une étude scientifique aujourd'hui, elle fait 4 pages, elle est en anglais, il y a des termes que même en anglais, on a du mal à comprendre, même quand on les traduit. L'idée, c'est de vulgariser au grand public aussi.
Donc c'est vraiment important pour nous et tous ces projets, en fait, ils sont menés par le groupe qui est en général, 4 à 5 personnes et le gros projet évidemment, le plus gros, c'est la réalisation d'un test de l'odorat rapide. Parce qu'évidemment aujourd'hui, le test de l'odorat en cabinet ou à l'hôpital, dure un certain temps, donc coûte de l'argent et donc on voit bien qu'on est dans un entonnoir en se disant: «Mais si on veut pousser ce test qui dure beaucoup trop longtemps, on va être confronté à un problème de dépenses publiques et il faut pas qu'on aille dans ce sens-là». Même s'il faut, c'est bien, c'est important, ouais, très bien. Mais en même temps, il faut quand même prendre en compte, la situation dans laquelle, on est et on doit et avec les forces que l'on a là, on va pouvoir le faire. On a des chercheurs, on a des ORL, on a des ORL pédiatriques, comment on fait, pour, faire un test de l'odorat rapide, en cabinet? Peut-être par les parents, peut-être par le médecin traitant, peut-être par, l'infirmière scolaire, peut-être peu importe, mais quelque chose de rapide. Le test du silence, c'est un petit peu, dans l'esprit, hein. C'est-à-dire qu'on n'en est pas à se dire, le bulbe olfactif droit, il a 8/10, le gauche, il a 6/10. Non. Nous, on est au début, on est sur un test binaire. Ça marche ou ça marche pas? À partir du moment où on va réussir à faire ça, c'est un premier pas. Ça marche pas. Et après viendront, dans les années et les décennies qui viennent, d'autres tests plus fins et peut-être une échelle qui, dans 10 ou 15 ans, dira: «Bah oui, on a un problème sur telle et telle, molécule, sur telle et telle mesure», j'en sais rien, oui, mais d'abord, le test rapide et c'est un des gros sujets, du moment et de 2026-27, au comité médical et scientifique. Qu'est-ce qui fait selon toi là qu'il y a des chercheurs, des médecins, des spécialistes qui s'engagent aussi sur cette question-là? Je pense parce qu'ils voient qu'on est, enfin, on a réussi à les convaincre aussi avec, nos arguments, les fameux arguments, où quand on les présente et que quelqu'un nous donne un peu d'attention, je vais pas dire qu'ils sont imparables, mais presque, enfin, quand vous dites, pourquoi on n'a pas une seule fois le mot odorat dans le carnet de santé? Pourquoi on vérifie pas l'odorat des petits? Pourquoi on n'accompagne pas les parents? Pourquoi il y a pas de test de l'odorat? Alors que l'odorat, c'est, les odeurs du matin, du printemps, c'est la sécurité, c'est les aliments avariés, c'est les souvenirs qui disparaissent quand vous le perdez, c'est l'odeur de vos proches, c'est 80 de la composition de votre goût. Donc je pense qu'on a réussi à les convaincre, nous les patients, de ce que ça représente, quoi et je pense qu'il y avait aussi un déficit, d'intérêt puisque les patients ne se manifestaient pas. C'est-à-dire vous êtes chercheur dans un domaine où, en fait, personne n'en parle, quoi. Bon, c'est triste, quoi. Après, vous êtes chercheur dans un domaine où les patients, n'arrêtent pas de demander. Ça prend un sens, incroyable, quoi et Mmh. donc on arrive aussi à les emmener avec nous en leur disant: «Mais» et moi je leur dis en conférence: «Mais on compte sur vous, quoi. On a besoin de vous. Vous cherchez pour nous, quoi. On a besoin que vous mettiez des cerveaux à chercher pourquoi, comment, et faire mieux et que ce soit en recherche sur l'olfaction, mais aussi en psychologie, en rééducation olfactive, et là on travaille aussi sur les implants et ça a été aussi l'objet du dernier congrès à Versailles donc on a donné du sens, ce qui fait que et finalement, bah, on va vous aider. On va vous aider donc les chercheurs montent à bord, les ORL montent à bord. On a maintenant des sollicitations, pour aller faire des conférences, à Bordeaux, à Lyon, à Tours, à Poitiers, à Paris, et on peut pas répondre à tout. Mais c'est super, c'est ce que je dis à tout le monde à l'assaut, c'est-à-dire que c'est quand même une super nouvelle que d'être débordé, finalement. Donc ça pose d'autres problèmes parce que faut donner du temps et cetera. Mais c'est super, c'est super. Comme s'il y avait une prise de conscience, collective. Oui et puis Katia, n'oublie pas un truc, c'est que il y a toute la partie, là je parle beaucoup des petits et de la rééducation là depuis qu'on a démarré. Mais n'oublions pas nos anciens, les maladies neurodégénératives, en fait, il y a tout ça, l'odorat sert aussi à détecter ce genre de choses. Dans une population, comme la nôtre, vieillissante, où l'espérance de vie augmente, c'est très bien, mais comment on accompagne aussi nos anciens? Je suis en train de préparer une animation dans un EHPAD, mais je sais déjà le résultat. C'est-à-dire faire sentir des odeurs à nos anciens, l'odeur qui va les ramener, il y a 40 ans ou 50 ans. Parce que: «Ah oui, super», mais en fait, ce sont des animations et des moyens, premièrement, de détection de maladies neurodégénératives très simples, mais aussi pour apporter un peu de bonheur et un peu de bien-être et un sourire sur le visage d'un ancien qui est dans un EHPAD. Bah ouais, ça c'est gratuit, quoi. Encore une fois, ça se fait super bien. Tu vois un petit peu, c'est Oui, alors je repense parce que moi j'ai travaillé 17 ans en gériatrie, c'est vrai qu'on a pu peut-être, banaliser le fait que les résidents perdent l'odorat et le goût, comme si voilà, c'est un symptôme est lié, au vieillissement et oui et alors? Et sans se préoccuper davantage, en fait, là aussi, et des oui, conséquences que ça a.
et puis ils Mmh. mangent plus salé, plus sucré, donc faut accompagner tout ça, Ouais. et puis la mémoire olfactive, c'est un outil extraordinaire qu'on n'utilise pas chez les anciens. Parce que, vous croisez une odeur, qui les ramène, en vacances il y a 30 ou 40 ans avec leurs petits cousins et ça va leur rappeler leurs enfants, donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, Oui, c'est puissant. et c'est une des étapes dans les semaines à venir. Il y a quelque chose qui se prépare, dans la ville, à côté de chez moi là, donc voilà, je vais sans doute le faire, mais je sais déjà ce que ça va donner. Et en parallèle de tout ça, j'ai vu que vous aviez aussi, lancé, fait une participation, du moins une invitation à participer à une étude internationale pour évaluer l'importance de l'odorat tout au long de la vie. Alors ce n'est pas que pour les anosmiques, c'est aussi pour les normosmiques. Encore faut-il qu'ils s'identifient comme étant normosmiques. C'est quoi ce nom, compliqué? J'ai relayé sur les réseaux, par exemple, ce questionnaire-là, invité aussi à participer. Ça prend que quelques minutes. Je crois que j'ai eu très, très peu aussi de retours, tu vois? Alors que là, ça concerne, tout le monde. Bon, les gens ne sont pas forcément concernés par ce problème-là ou même par eux-mêmes le fait de sentir quel impact tiens, ça a dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de me poser quelques minutes pour essayer d'y réfléchir? On en revient à la culture en fait, Ouais. si tu leur poses la question, «À quoi vous servent vos yeux?» Et ils vont te dire: «Bah, oui, oui, attends, mais c'est vachement important, on est dans le développement de cette culture», et on a eu quand même beaucoup de réponses, et là encore, c'est une étude qui est menée par Thomas Hummel, donc c'est le plus grand chercheur, au monde, hein, sur l'olfaction, et le réflexe qu'il a toujours maintenant, c'est, bah, il nous fait passer l'étude, parce que nous, on va publier un article, on commence à avoir un réseau, international assez fort, une belle écoute, dans les pays francophones, donc ça va vite. Par contre, quelque chose qui est publié par notre asso, à destination de ceux qui ont l'odorat, évidemment là ça j'ai eu plusieurs messages en disant: «Mais en fait Jean-Michel, pourquoi tu envoies ça? Pourquoi vous envoyez ça?» Donc tu expliques: «Mais oui, mais en fait, on doit développer la culture». Donc il faut aussi s'adresser à ceux qui l'ont, pour qu'ils nous expliquent à quel point il est important et pour qu'on les amène à réfléchir sur leur odorat. Combien de temps elle dure cette étude? Combien de temps elle dure? Je crois qu'il y en a encore pour, je pense qu'il y a encore un mois il me semble qu'il y a encore, quelques semaines, hein, pour récolter les infos, et puis après ça va rentrer dans la grosse machine, et puis on va nous sortir des trucs sans doute très Ouais, intéressants, mais qui seront publiés et qui seront scientifiques, Katia. C'est ouais. pas, j'ai fait une info, j'ai posé une question dans le métro, on m'a dit: «Non, non, là, c'est ouais, une cohorte avec, 10 000 personnes, et l'odorat, ça représente ça, et question culturelle, et on voit bien que la culture est pas développée, donc ça se fait bien, et je pense, et nous, on est aussi, force de publication et de publicité, parce que ça fait partie des points très importants pour nous, ça fait partie de la culture qui se développe. Alors là, on enregistre fin janvier, l'épisode sera diffusé mi-mars. C'est pas dit qu'à ce moment-là, l'étude soit encore en ligne pour pouvoir y répondre, mais Et c'est possible. peut-être, En tout cas, peut-être. faudra Mmh. oui, oui, il faut aller sur le site de l'asso, et puis, on clique sur le lien de l'article, et puis, si jamais on peut toujours le faire, bah, tant mieux, allez-y, et il y Mmh. en aura d'autres, vous inquiétez pas, et voilà, suivez bien l'asso en tout cas. On peut s'abonner gratuitement, à la newsletter, et recevoir, non pas de la publicité, mais simplement les articles qui sont publiés sur le site de l'asso. Donc vraiment du concentré d'informations. Oui, parce que vous avez mis en ligne énormément de ressources ou même on parlait du livre tout à l'heure, Être une naissance odorat, donc il y a une newsletter, vous avez écrit ce premier livre, il y en a un deuxième dont on a peu parlé qui est en cours d'être édité aussi, voilà, en vente pour le grand public. Il y a un podcast aussi qui a été créé, que l'on retrouve aussi, sur votre site, podcast Néanmoins, donc qui est animé par Emmanuel Dancourt, qui est aussi, anosmie, qui est un groupe de soutien en ligne. Enfin, vous faites énormément de choses. Vous balayez tout ce qui est possible de balayer en termes de Mais communication, pour être en lien. c'est Mmh. ça, tu as tout dit en fait. C'est dès qu'il y en a un qui a une idée, mais, je dis pas qu'on fait tout, mais en fait, on essaie vraiment de se dire: «Mais ça, c'est une super idée. Comment on peut faire?» Et comment on peut faire, avec nos moyens, parce qu'on a aucune subvention, aucune. On n'a aucun salarié. On est encore une fois, on est tous des bénévoles, mais on fait, il y a beaucoup de gens, aux ARS et cetera, aux interlocuteurs, officiels, qui nous disent: «Mais comment vous arrivez à faire tout ça sans salariés?» On a des assos qui ont 10 salariés, ils en font moins que vous, et nous, c'est la force du bénévole, quoi. C'est-à-dire, c'est le podcast, Emmanuel avec Claire Fancini à l'origine, elles sont toutes les 2. On dit: «Bah, ouais, ça serait bien, comment on fait?» Bon, on trouve des gars qui veulent bien, nous enregistrer 6 épisodes gratuits, allez, on y va, on trouve des invités, et puis voilà, puis après la deuxième saison avec, Le Parisien, on aide une jeune, anosmique congénitale, dont la maman, travaille, au magazine Elle, et le papa au Parisien,
Et on dit: «Bah oui, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas, tiens, refaire un épisode de podcast?» «Bon, bah, OK, je vous donne les locaux», et on monte à Paris et on trouve des et on passe des coups de téléphone pour savoir qui on enregistre. Et en fait, l'aventure de cet asso, c'est tout ça. C'est le livre de cuisine dont on va forcément parler, tout à l'heure, mais il y a une idée qui sort: «Tiens, il y a un congrès là-bas, il y a un congrès là-bas, est-ce qu'on irait bien?» «Bah, ouais, ouais, bah, on irait bien». Alors au début, c'était: «On irait bien». Maintenant, c'est: «Est-ce que vous voulez bien participer au congrès? On vous êtes invités». En fait, on inverse un petit peu l'histoire, et là, on est en train, pour les crocs, hein, on est en train de préparer, une intervention de 4 spécialistes, au niveau mondial sur 4 domaines, qu'on va choisir nous, et on va les inviter, et voilà. Donc non, non, il y a plein d'idées, en fait, et il y a une trentaine de projets à l'asso, et maintenant ils vont en fonction, aussi, de la vie, de la société, des sujets, des forces bénévoles, les priorités bougent et puis on avance comme ça, quoi. Alors tu parles de l'ECRO, c'est un congrès qui va avoir lieu au mois de septembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que C'est c'est ça. l'ECRO? C'est un acronyme? Bah, c'est, European, Chemistry, enfin, un congrès mondial, de congrès européen, mais il y a des gens des États-Unis aussi, mais congrès européen sur l'olfaction, qui se déroule à Paris du 16 au 19 septembre. Et donc on est en train là en ce moment de faire les programmes, les symposiums, qui intervient, quel sujet, combien de temps, voilà, on va intervenir, et on va surtout intervenir en tant qu'organisateur d'un symposium de 2 heures, dans lequel on va choisir nos sujets. Et nos sujets, nous, c'est l'innovation, c'est le plasma riche en plaquettes, c'est les implants, c'est les tests pour les enfants, c'est, l'imagerie médicale pour, les maladies neurodégénératives, enfin tout ce qui fait pour nous partie de la prévention, bah, de l'anosmie, quoi. Donc, non, non, un bel événement, on était à Versailles, fin août, où on a parlé, des actions de l'asso, et on a été support de tous les chercheurs pour, diffuser une étude sur l'acceptation des implants. Il y a un implant qui sort, êtes-vous OK pour, l'avoir? Hein, donc, on rentre par le sourcil et on vient poser, un petit implant qui va, stimuler, les bulbes olfactifs. Donc on a été support, on a fait l'étude, qui est pas encore parue officiellement. Nous, on a présenté les résultats aux chercheurs et ils vont le publier dans un journal, scientifique, mondial. Et voilà. Donc, et puis avant, on était à l'ECEPS aussi, puis on est allé à l'ISOT en Islande aussi pour présenter, et inviter toutes les assos du monde à venir, donc, non, non, ça fait partie des nouveaux challenges où maintenant on est vraiment vu comme, bah, les patients experts, et qui viennent parler aux chercheurs et qui font le lien quand même, parce que tu as les chercheurs, tu as les médecins, tu as, le système de santé. Et je crois que tant que tu n'as pas une association de patients au milieu de tout ça, finalement, on se parle pas trop. Voilà, nous, on est vraiment, au milieu de tout ça, et on est l'interlocuteur de tous ceux que je viens de te citer, quoi. Faites le lien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les Mmh. patients, finalement, puisque c'est quand même ça qui est, au centre du jeu. On cherche pour les patients, on fait de la médecine pour les patients, et le système de santé tourne autour des patients. Et je fais juste une petite parenthèse sur, les agréments santé. On a décroché notre agrément santé, donc, existence officielle de l'association anosmie.org auprès du ministère de la Santé, en Normandie. Donc, les services, du ministre, de la ministre de la Santé nous ont dit: «Vous devez avoir un deuxième agrément régional, Île-de-France», donc ça se fera cette année, un troisième en Pays de Loire, pour après demander l'agrément national. Et un agrément, c'est, être l'interlocuteur officiel des patients sur une pathologie. Aujourd'hui, quand il y a un problème d'anosmie, s'il y a aucune association de patients, ben, il y a personne qui vient parler pour les patients. Donc une étude, et dans le système d'aujourd'hui où toutes les associations de patients, existent, il faut que nous aussi on ait notre mot à dire dans le système de santé, et pour parler des patients anosmiques. Parce qu'encore une fois, on est sur une pathologie qui est très peu connue, au niveau des conséquences. Donc il y a une vraie reconnaissance pour tout le travail qui est engagé par l'association. Quand tu viens même à dire: «Beh, on vient nous chercher maintenant pour nous proposer de participer à tel et tel événement», bon ça y est, vous avez gagné de la visibilité, on reconnaît le travail que vous avez, engagé depuis, maintenant 7 ans, vous êtes dans la 8e année. Bon et c'est une belle victoire déjà peut-être? Ouais, c'est ça, c'est tout le travail commence à être récompensé, et surtout, nous sommes vus comme des interlocuteurs sérieux. Si tu veux, on n'est pas l'asso qui vient dire, «C'est nul, vous vous rendez compte, la prise en charge, catastrophe». Non, écoutez, il y a un vrai problème qui est un problème de société. On n'a pas appris à nos médecins, on n'a pas appris à nos parents, ouais. Donc le constat, on le fait rapidement et on se tourne vers demain surtout. Comment on fait pour corriger le tir? On va prendre 10 ans, 20 ans, mais on va le corriger.
Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand on nous appelle, on sait que la réponse sera sérieuse, on va venir participer à l'événement et on va apporter une vraie plus-value. Une vraie plus-value de pertinence, parce qu'on a interrogé les patients, parce que toute l'année on les écoute et donc on va vous restituer ce que les patients ont besoin. On a fait référence plusieurs fois au deuxième livre que vous êtes en train de rédiger. Est-ce qu'on peut en parler? Enfin, de quoi s'agit-il? Bien Parce que sûr, bien tu as sûr. parlé aussi de l'agueusie, donc de l'impact que ça a sur le goût. Donc là, vous avez la riche idée de rédiger un livre de recettes, c'est bien ça? C'est ça, un livre qui va s'appeler, Cuisiner sans odorat. Tu vois? C'est parce qu'évidemment quand on balaye cette spirale dont je parle, qui passe d'un monde en couleur à un monde en noir et blanc, on perd le goût. L'odorat, c'est 80 du goût. Ça veut dire que quand tu perds l'odorat, finalement, il te reste 2 sens chimiques qui sont mineurs: sucré, salé, acidité, amertume, donc les papilles, hein, les bourgeons gustatifs sur la langue, et puis les textures: craquant, pétillant, chaud, froid, les températures, le système trigéminal. Donc il y a une vraie souffrance liée à la perte de l'odorat qui impacte, le goût, donc 3 fois par jour minimum, le plaisir qu'un citoyen français prend, avec son petit café du matin et sa petite tartine à la confiture et le midi, son petit repas préféré, le chocolat chaud de 16 heures et la petite soirée raclette, au mois de janvier, voilà. Et tout ça, en fait, je dis toujours à ceux qui ont encore l'odorat: «Pourquoi vous retournez au repas? Parce que vous allez prendre du plaisir, parce que vous allez être rassasiés par la multiplication des plaisirs». Donc en fait, la gourmandise, c'est un problème d'anosmique quoi, de normosmique. C'est-à-dire qu'un anosmique gourmand, j'en ai pas croisé beaucoup quoi, parce que, finalement, le plaisir à table, nous, on doit le reconstruire avec vraiment, des grosses difficultés parce que le repas n'a plus trop de sens quoi. Et donc on s'est dit que finalement, on a vu les enfants, la culture, les témoignages, très bien, c'est engagé, il y a plein de sujets. Mais par contre, il y a un sujet majeur, c'est ce livre «Cuisiner sans odorat», qui a été piloté par Claire Fontchini, et puis quelques-uns à l'assaut, en support, hein, Caroline, Chabat Jouder, voilà, il y en a eu pas mal à aider, Sabine Quintana aussi de mémoire. Mais vraiment, Claire a pris le lead là-dessus et en fait, c'est un livre qui existait en Suède, je crois, et qu'on a adapté, qu'on a traduit, et il y a un vrai travail de traduction de quelques pages ont été ajoutées sur l'assaut évidemment, et c'est un sujet qui a une petite année maintenant et ça y est, on a vu, on a tous relu, re-relu, avec les petites annotations, les petites corrections, nécessaires. La prévente a démarré, je crois il y a 3 jours, 10 janvier, et il sera officiellement expédié, à partir du 27 février, et je crois qu'il nous est livré, début février. C'est un deuxième projet, de livre qui a été vraiment, pris très au sérieux encore une fois. Il y a aussi, Claire Martin, des gens du CNRS qui ont aussi fait les relectures, qui ont apporté leur avis, leur vision, et qui va aider parce que c'est un livre qui est orienté, mais exclusivement pour ceux qui ont perdu l'odorat ou qui ont des troubles de l'odorat. Ça veut dire le craquant, le pétillant, c'est de la vue aussi, des choses, c'est très, très colorées, et surtout faire l'effort, parce qu'évidemment ça vient pas tout seul. Il faut aussi que chacun comprenne qu'il faut faire l'effort pour, développer à nouveau un goût qui est pas celui d'avant, mais développer avec ce qui nous reste, hein. Il nous reste le trijumeau, il nous reste les papilles gustatives, eh bien, il nous reste notre jus, donc allons-y, Mmh. allons-y. Donc à partir du 27 février, qui C'est est une ça. date, importante aussi pour l'anosmie puisque c'est la journée mondiale de l'anosmie? C'est ça, journée mondiale de l'anosmie, donc on essaie de faire vivre tous les ans, de manière un peu plus intensive que les autres mois, de l'année, et cette année, bah, il y a le lancement de ce livre qui va être un petit peu, le point de pivot, des événements, puisqu'on organisera, un atelier culinaire, avec un chef cuisinier, qui fera les recettes et qui expliquera, pourquoi, comment, et cetera. Donc ça, c'est prévu. Il y a aussi Véronique Marché qui animera quelque chose à l'hôpital Percy, et puis, d'autres petits événements à droite à gauche, et puis il y aura aussi, quelques webinaires, sur ce mois-ci qu'on va proposer et qui seront disponibles en replay, évidemment. Donc voilà, donc et puis sans doute quelques interviews à droite à gauche de tous les membres, qui permettront de faire avancer encore une fois un petit peu plus cette journée mondiale qu'on a importée en France, l'année de la création de l'asso en fait,
l'année qui a suivi, le 2018 quoi. C'est la Mmh. première journée mondiale de l'anosmie. Elle existait aux États-Unis, en Angleterre. On l'a apportée, maintenant on la fait vivre, et c'est nous qui la faisons vivre de la manière la plus intense au monde. Il y a vraiment pas d'événements, comme nous on peut les faire, tous les ans. C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui en tant que Jean-Michel? C'est dur comme question, quoi. Ouais, parce que là, c'est un engagement, associatif, mais c'est aussi un engagement de vie. Dis Ouais, bien, c'est c'est ça. pas l'activité qui te fait vivre, mais en même temps, si, c'est celle qui te fait vivre parce que tu défends, je dis comme qui te fait vivre financièrement parlant, mais c'est celle qui te fait vivre, Mais c'est ça, je comprends. émotionnellement et psychologiquement, en fait. C'est un entre guillemets «un combat», de chaque jour et tu voilà, toi, tu t'engages, tu dis bien pour 5, 10, 15 ans pour qu'il y ait une incidence majeure dans les années qui viennent. Tu engages quelque chose, en fait, qui va te Tu survivre, Mais tu ouais, as donc raison, en fait, c'est le mot «vivre» va prendre 2 sens différents. Cette association ne me fait pas vivre, ne m'aide pas à vivre financièrement, parce que je suis bénévole comme les autres. mmh, Par contre, elle m'aide à vivre parce que, depuis sa création, et ce projet qui était très personnel, mais finalement, à un moment donné, tu prends des responsabilités, quoi. Parce que, bien malgré moi, j'ai créé quelque chose qui est un point de pivot pour maintenant des milliers et des milliers de gens et maintenant on porte la responsabilité de faire vivre ce sujet et de le faire avancer et pas de rester, avec un site internet qui bouge pas, des appels auxquels on répond pas. Non, non, donc faut le faire vivre avec cette activité quotidienne de ce qui peut faire, que la cellule soutien est sollicitée, que, tous les bénévoles de l'asso sont sollicités dans leur région donc mais ça a tellement de sens quand on voit les bienfaits qu'on peut apporter. Elle nous fait vivre parce que je dis toujours, jusqu'en 2017 je disais «je», maintenant je dis «nous». C'est un vrai projet collectif. Maintenant, elle nous fait vivre à tous parce qu'elle nous apporte aussi, beaucoup de bonnes ondes quand on voit l'aide qu'on peut apporter à tout le monde, quoi. Et au-delà de ça, l'engagement associatif est important pour moi, hein. Je suis président d'une autre asso aussi, qui est un club de sport et très engagé aussi et voilà et il y a beaucoup à faire, mais c'est aussi, je crois qu'il y a une vraie valeur dans l'engagement bénévole. On a tous une valeur économique, pour des compétences, mais par contre donner du temps bénévolement, donc pour les autres, que ce soit pour organiser, un tournoi de la galette, faire une réunion de soutien, aller faire une conférence gratuite, mais et tout ça va donner quelque chose à l'autre. Les gens vont se réunir, vont parler, vont passer un bon moment, les gens vont se livrer à nous, on va leur renvoyer des bonnes ondes, ouais, j'aime bien cette partie de ma vie qui est hors, système économique, on va dire, hein. On est dans, ce que tu disais en intro, c'est-à-dire faire en sorte que la société aille mieux, quand même. Et je crois qu'il y a pas besoin de moyens pour ça, quoi. Vraiment, l'échange vraiment et le don d'un peu de soi, un peu de temps, même si on en a pas beaucoup, on peut toujours en donner et je pense que pour faire petite parenthèse sur l'aspect professionnel, je crois que sur un CV, on doit mettre ses engagements bénévoles et associatifs. C'est vraiment une marque d'empathie qui est pour moi très importante dans le monde de demain. ça dit qui on est, ça dit, nos valeurs d'altruisme, ça dit notre ouverture d'esprit, ça dit notre empathie, C'est ça, effectivement notre engagement aussi, notre capacité à pouvoir, être au service des autres. Ah oui, ce sont des lignes importantes. c'est ça. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'association? Alors il y a Par quels plusieurs moyens. moyens? Ouais. Ouais, il y a plusieurs choses en fait. On a, ce qu'on appelle nos bénévoles, nos ambassadeurs, donc des gens qui nous sollicitent en disant: «Moi, je voudrais être bénévole». Alors, c'est à la fois, très sympathique de recevoir ce genre de mail, mais en même temps, ça demande une organisation, en place. C'est-à-dire que j'ai un bénévole qui me dit: «Bah, moi, je suis à Poitiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Bon, c'est bien, mais on va lui demander un peu d'autonomie. C'est-à-dire qu'on il va aller distribuer des flyers, il peut prendre des initiatives, aller, et certains le font, faire, un forum des associations au mois de septembre pour faire découvrir l'asso. Il peut se faire, connaître auprès du corps médical, du CHU, des ORL en ville et cetera. Donc flyers, affiches et puis être l'interlocuteur aussi de petites manifestations, d'organiser des réunions de soutien en local, par exemple, pourquoi pas? Et là, faut qu'il ait quand même la compétence et c'est là toute notre confiance aussi qu'on donne, après quelques petits entretiens avec nos bénévoles. Parce que c'est pas simple quand même de réunir des gens, de leur parler, d'avoir l'écoute. Donc voilà, il y a cette partie-là, là, on va arriver à la journée mondiale, donc il y aura des événements en France. Bah, écoutez, voilà, vous pouvez aller, à ce CHU-là qui fait, une journée porte ouverte. Il y a un stand qui est à tenir à Lille, là-bas, il y a besoin d'un témoignage, vous voulez témoigner sur, votre anosmie, votre polypose nasale, beh, appelez-nous. On va vous trouver, on a beaucoup d'interlocuteurs qui veulent faire des petites capsules vidéo, des petits montages, des podcasts, des fois pour, écouter le patient.
Donc ça, on est vraiment preneur. Ça, c'est j'allais dire le premier échelon. Après évidemment, vous pouvez donner, faire un don à l'asso, hein, sur le site Hello Asso, il y a toute liberté, de faire un don de la somme qui vous ira bien et ça nous permet quoi? Bah, ça nous permet de financer un projet comme le livre, parce qu'évidemment, impression, on fait tout de manière bénévolat, mais tout ce qui est, impression, graphisme, certains points de rédaction, là, on le sous-traite dès qu'on a les moyens de le faire et donc les dons servent à ça, servent aussi à nous permettre d'aller, bah, à Paris, à 3 ou 4 pour, représenter l'asso, au congrès, sur l'olfaction, d'aller, à l'ISOT, d'aller, de faire notre livre «Être né sans odorat». Donc c'est tout ça en fait, les dons que l'on a qui servent à ça. Puis vous pouvez être aussi adhérent, c'est encore plus fort et on a une adhésion à 10 € et c'est une volonté du conseil d'administration de dire: «Mais en fait, il faut qu'on réunisse les gens» et on a vraiment besoin, au-delà de l'aspect économique, d'être très nombreux et on s'est dit que 10 € par an, si on veut que notre voix soit portée et finalement c'est rien du tout et je le répète, c'est rien du tout et plus on sera, plus on portera la voix des patients, un peu plus loin encore. Mmh. Donc voilà un petit peu les manières, et puis des fois, il y en a un qui a une compétence très particulière. Bah, moi, je suis, vidéaste et je peux vous faire, vos montages vidéo pour, tel événement si vous voulez. Ouais, très bien, pas de problème. Moi, je suis, traductrice, hop, ben, je vous traduis, le livre «Être né sans odorat» en anglais, mais tout comme on a pu avec, les ressources internes de l'asso, traduire notre protocole de rééducation pendant le covid en 5 langues en 2 mois quoi, quelques semaines donc voilà un petit peu les possibilités de soutien quoi, on va dire l'accompagnement au quotidien dans les régions, le don, l'adhésion et puis mettre à disposition ses compétences quoi. Pour communiquer avec vous, donc on vous trouve sur tous les réseaux sociaux. Vous avez un site internet. Anospi.org, www.anospi.org. On a une page Facebook évidemment, on a, un compte Instagram, on a un compte X, Twitter et on a une page LinkedIn aussi parce qu'on doit aussi, parler, avec un autre ton des fois sur ce réseau, professionnel où les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Une newsletter pour rester informé et pour savoir où vous en êtes dans l'actualité. Donc plein d'outils à disposition de communication. Et un abonnement gratuit à la newsletter, hein, donc sur la page de garde du site internet, vous avez un petit pop-up qui va arriver, vous mettez votre adresse mail, vous confirmez et j'insiste, il y a pas de publicité, il y a pas de spam, il y a pas non, vous recevez uniquement quand il y a un article qui est publié et qui est important sur le site d'internet, parce qu'on décide ce qu'on envoie aux abonnés. C'est pas de la newsletter automatique, non, non. Cet article-là, on choisit de le renvoyer. Donc en fait, OK. on est un peu partout. On essaie d'être un peu partout avec, des ressources derrière chaque, réseau pour le tenir à jour évidemment. Oui, ce qui permet de toucher, bah, le grand public, un Ouais, maximum de c'est ça, personnes. c'est ça. Est-ce que tu aurais un message, à transmettre? Le message à transmettre, il est souvent le même. Il est que l'association apporte un message positif, positif. Oui, ce qui nous arrive est dramatique, et il arrive des fois dans des moments de nos vies qui sont encore plus problématiques et ça vient ajouter encore de la difficulté, mais on invite les gens à vraiment accepter leurs conditions, prendre un peu de recul. La résilience, c'est notre mot préféré parce que on veut aussi dire que on l'a tous vécu et on parle souvent de nos cas personnels. Moi, je l'ai perdu à 40 ans, l'odorat, sur un accident. Tu sais, Katia, moi, je bois pas, je fume pas, je suis très engagé dans mon boulot, je suis président d'asso. Je vois pas pourquoi cette injustice m'est arrivée. C'est comme ça. On peut se lamenter pendant 20 ans, non, non, pour moi, ça ne donnera rien. C'est comme ça, on va tous se mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Il y a quelques cas qui bénéficient de traitements. Je vois les biothérapies qui sont arrivées il y a quelques années, 3 ou 4 ans, qui permettent de rendre l'odorat à ceux qui sont touchés par les polyposes nasales. Voilà. Il y a la rééducation qui a bien avancé, il y a les implants qui avancent, mais tout ça avance sous l'impulsion d'une association qui est tournée vers demain, qui accompagne les gens. Oui, on souffre tous. Tous, je vous jure tous. Et moi, quand parle tous les jours, je souffre encore et j'ai pas peur de le dire. Et il y a des moments où c'est très dur, beaucoup plus dur. Mais il faut qu'on fasse corps, en fait. On doit apporter un message positif. On doit soutenir les gens. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais en même temps, c'est notre vie. Voilà. Et on doit la mener comme ça et il y a moyen vraiment de faire en sorte que ce soit un peu mieux que, sans l'association. L'association aide.
au quotidien et Mmh. doit apporter ce message d'espoir et au moins d'espoir, même s'il y a pas d'espoir, physique de réparer les gens, mais un espoir de vivre ensemble un peu mieux, d'échange entre nous qui fait que ça va aller mieux et quand nos médecins voient aussi qu'on est dans une dynamique positive, on a plus envie de vous aider. En tout cas, c'est la philosophie, c'est ma philosophie, c'est la philosophie de l'asso. Et sur ce podcast, moi, j'interviewe les acteurs du nouveau monde. C'est quoi pour toi le nouveau monde, Jean-Michel? Quand tu me parles du nouveau monde, moi je fais le parallèle tout de suite avec l'innovation, quoi. Le nouveau monde, c'est les implants qui vont arriver, j'espère très, très vite. Le nouveau monde, c'est réparer tout le monde, quoi. C'est une société qui va progresser, très, très vite et qui va pouvoir, guérir tous ceux qui sont touchés d'anosmie, je vais le dire quand même, est-ce qu'on pourra, donner de l'odorat à ceux qui n'en ont pas? Mais pour aller encore plus loin, c'est donner de l'odorat à ceux qui n'en ont jamais eu. Tu vois un petit peu? Et je sais qu'à toi ça te parle, mais en fait, on s'aperçoit que l'absence de thérapie ou de solution thérapeutique est surtout liée au fait qu'on ne s'est jamais occupé du problème, quoi. Et donc quand on voit à quelle vitesse on a réussi à faire, avancer certaines maladies, certaines choses depuis 20 ans, je me dis que si on arrive à bien mobiliser et à continuer à mobiliser, le monde de demain, c'est, je rends l'odorat à ceux qui naissent sans, je donne l'odorat à ceux qui naissent sans, je le rends à ceux qui l'ont cassé. Donc j'opère, je fais des choses. Je mets des implants comme un jeune homme ou une jeune femme pourrait avoir un appareil pour, mieux entendre ou des lunettes pour mieux voir, mais le monde de demain, c'est on rend l'odorat à tout le monde parce que l'odorat est un sens magique dont on ne doit pas se priver. On ne doit pas s'en priver. Aujourd'hui, on s'en prive contraint et forcé parce que finalement on l'a mis de côté et on se réveille là depuis 3 4 ans en se disant: «Mince, ça marche pas». OK, prenons un pari sur les 20 années qui viennent et à la vitesse qu'on est capable de mobiliser les cerveaux de ce pays, je pense on peut être, optimiste et se dire que ça va être de mieux en mieux, quoi. Ne serait-ce que la culture, c'est-à-dire la compréhension quand quelqu'un vous dit: «J'ai perdu l'odorat». Je pense que très rapidement, on peut imaginer qu'à cette question ou à cette, affirmation à quelqu'un, on lui dira: «Ah ouais, c'est terrible quoi, mince, comment ça t'est arrivé? Explique-moi. Est-ce que tu veux que je t'aide?» C'est un des paliers qui nous mèneront vers, ce que tu appelles le monde de demain, Katia. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Vraiment, je crois qu'on a fait on a quand même fait un bon tour, quoi. On a fait un bon tour là et non, non, vraiment, pour moi, c'est parfait ou presque parfait parce que c'est jamais Parce que parfait, mais ouais, vraiment, quoi. oui, est-ce que tu as l'impression qu'on a pu aborder tous les grands points que tu voulais aborder par rapport à l'association, ses projets, ses avancées, ses engagements? Oui, totalement, totalement OK. et il y a d'autres projets qui verront le jour. Aujourd'hui, on les met pas en lumière, mais non, non, il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est des ressources maintenant qu'il nous faut, c'est des bénévoles et puis ce sont des salariés qu'il nous faut, Katia. Et Mmh. ça, je le répète souvent, ce sont des salariés qu'il nous faut. Il nous faut des gens qui vont, justement, permettre aux bénévoles de faire autre chose que, un travail de salarié, de secrétariat, donc on a besoin d'être finalement, comme les autres associations. Comment avoir des salariés? Qu'est-ce qu'il manquerait pour qu'il puisse y avoir des salariés? Il faut cette reconnaissance au niveau, du système de santé, donc les agréments en font partie et puis il faut continuer à montrer que tout ce que l'on fait est utile, voire indispensable. Donc on n'est pas dans un contexte économique intéressant, ou favorisant, la création de salariés, mais je pense que, nos amis des autres associations qui ont, parfois quelques dizaines de salariés, je pense qu'on pourrait faire, peut-être un petit peu de rééquilibrage, avoir un système un peu plus équitable pour nous qui venons de naître et qui venons expliquer qu'il y a un manque depuis quelques décennies, quoi. Et ça se joue au niveau de notre système de santé. Ça se joue au niveau du ministère de la santé, ça se joue au niveau du ministère des personnes handicapées. Voilà, où il faut vraiment qu'on arrive à obtenir un support de leur part, mais un support, financier qui se traduira par un support de salariés, quoi. Oui, parce que je le redis, l'absence d'odorat n'est pas considérée comme un handicap. Pas encore. Voilà, c'est Voilà, c'est enseignant. un des combats. Donc Ouais. il nous faut 4 ou 5 salariés pour commencer vraiment à attaquer des beaux sujets dans les 10 ans qui viennent, comme le handicap, par exemple, quoi. Bah, pour la petite anecdote, le dossier que l'on remplit pour les RQTH, effectivement, on cherche la case ou l'encart que l'on peut remplir pour parler de l'absence d'odorat. Voilà Même dans le et certificat médical, il faut arriver à
être malin et gruger un petit peu les réponses pour faire comprendre que ça a un impact. Et toi, tu vois un vrai lien avec le carnet de santé, en fait. En fait, dans le système de santé, ça n'existe pas. Voilà. Et pour te Donc dire, mon médecin m'a dit: «Mais je n'ai pas d'autres patients comme vous, vous êtes la première. Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce que c'est que l'anosmie, je n'ai» voilà. mais en Bon, fait, il ne sait pas, ton médecin, que c'est aussi parce qu'il ne pose jamais la question. oui, Des fois, on me dit: «Mais en fait, quelle est la prévalence? Il y a combien d'enfants qui naissent sans odorat?» Mais je réponds: «Mais c'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous le dire, quoi. On doit mener des études, on doit savoir combien on a d'enfants. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plein l'assaut et qu'on en croise, mais alors, on en croise partout. Donc faites les études et c'est aussi pour ça qu'on a ce projet du flyer, de sensibilisation à l'odorat sur la PMI, hein, 4-6 ans, pour dire aux parents: «Bah, finalement, faites le test et puis, si vous avez un doute, vous allez voir votre ORL». Enfin, on essaie en fait de détourner le système de détection qui n'existe pas ou qui existe très peu pour le dire: «Mais nous, on va le faire», avec les parents qui vont aller, dire à l'ORL: «Mais moi, effectivement, j'ai mon petit qui sent pas». Donc on va accompagner les ORL en leur disant: «Mais voilà, en fait, l'accompagnement d'un petit congénital et de ses parents, c'est comme ça. Il y a rien de complexe, c'est comme ça». Nous, on sait faire ça. On fait ça depuis des années. Donc voilà et c'est comme ça que finalement qu'on essaie d'avancer nos pions, mais partout en fait et on avance, ouais, on a une trentaine de projets, mais c'est une réalité. Il y en a mmh. un peu partout et on essaie ouais, de faire en sorte que ces projets soient convaincants et ils le sont, je crois, auprès de tous nos interlocuteurs. Alors restez connectés pour, voilà, connaître l'évolution de tous ces projets. Dis-moi, est-ce que tu accepterais qu'on termine avec le portrait chinois? Quelque chose que je propose à tous mes invités Heu, habituellement. Tu sais, si on y va. tu étais alors justement, nous parlions de goût, de perte de goût, de recettes. Si tu étais un plat, alors j'ai pas fait J'étais exprès, un je n'ai pas changé en fait les intitulés, donc il y a un point. non mais Oui. c'est très bien, mais tu sais que j'ai dû revoir mon alimentation, mais si j'étais un plat, je serais un paquet de bonbons. Désolé, j'ai plus que le trigéminal et les papilles gustatives. Donc je serais un paquet de bonbons acidulés. Si tu étais un livre Je serais, être né sans odorat. que l'on peut commander sur le site de anosmie.org. C'est ça. Si tu étais un dicton, Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. c'est de ta création? Non, non, c'est Maurice Non. Bucco. Si tu étais un film, J'étais un film, je ne me souviens plus du nom de ce film qui parle sur les 5 sens où les gens sont en train de perdre leurs 5 sens, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. ça me dit rien. C'est vrai? Ouais, un film? Oui, c'est pas un Oui, oui, documentaire, oui, un c'est un film. film, Non, non, un film. un film. Ah mince, je sais pas le nom, mais en tout cas, ouais, ils sont en train de perdre leur sens, quoi et c'est bouleversant comme film, quoi. Je l'ai vu il y a peut-être 3 ou 4 ans, quoi, mais C'est un non, film, français, non, américain? non, c'est un film américain, il me semble, quoi, non, non, OK. si j'étais un film, je vais t'en trouver un autre qui tient quand même, quoi, mais ça va être un peu plus léger, si j'étais un film, Retour vers le futur. Si tu étais un super-héros? Oh, je vais pas y aller, je vais pas faire de demi-mesure, Superman. Merci Jean-Michel pour ta participation. Merci à toi, Katia. Merci beaucoup. Vraiment, très, très intéressant. Merci pour toutes ces questions qui ont permis de balayer vraiment, tout ce que l'asso fait au quotidien, quoi. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant que je Non, conclue? merci. Merci Non. et plein d'optimisme chez nous. Il y a tellement de belles choses à faire et on est prêt à les faire. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que vous en saurez maintenant davantage sur l'anosmie et sur l'association anosmie.org. Donc si vous êtes concerné par ce trouble directement ou indirectement, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de ce super collectif. Donc vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.